Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Fabrice Moxy et si vous regardez cette vidéo, c'est que le résultat du premier tour de l'élection présidentielle vous a vous aussi profondément déçu et attristé. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, en l'état, il n'y a plus aucune motivation pour voter et qu'il nous est difficile d'entendre d'autres discours que celui que notre cœur commande, à savoir, pour le second tour, ni l'un ni l'autre. Je vous demande pourtant quelques minutes d'attention, l'écoute de quelques arguments pour tenter de vous convaincre d'être malgré tout présent et décisif le 24 avril. Je voudrais d'abord vous dire que si vous vivez dans l'illusion que c'est plié, que le vainqueur est connu d'avance, qu'il s'agit d'Emmanuel Macron, vous vous trompez. Avec un socle seulement de 27,5% des voix, augmenté d'une fraction très incertaine d'autres électeurs, Macron peut perdre. Il n'a pas de réserve. Les voix qui se sont portées sur Dupont-Aignan et Zemmour sont, elles, par contre, beaucoup plus sûrement acquises à Marine Le Pen, dont la base s'élargit donc à 32,5%, 5 points de plus. Vous comprenez donc que parmi les gens qui ont exprimé un vote de gauche au premier tour, le fait qu'aucun ne se dirige vers Le Pen serait en fait insuffisant pour l'empêcher de gagner le 24 avril. Surtout qu'une fraction de ces électeurs de gauche du premier tour, entre colère contre le mépris de classe et mécontentement vis-à-vis des politiques destructrices de Macron, ou cherchant une issue dans ce qui n'a pas été essayé, des gens qui sont de petits revenus, qui entendent de l'autre côté des mots-clés attendus comme pouvoir d'achat, une fraction donc de cet électorat de gauche du premier tour est prête à voter Marine Le Pen. Il nous faut donc nous rendre à l'évidence parce qu'elle part dans cette bataille avec un socle plus haut et qu'à peu près 30% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se reporteront vers elle, Le Pen est sur le point de gagner. Et dans un tel contexte, il est mathématique que chaque abstention consolidera son avantage, que nous le voulions ou pas, que cela nous oblige ou que cela nous déplaise. Alors évidemment, comme vous, au plus profond de nous, dans une toute autre configuration, j'aurais souhaité la défaite d'Emmanuel Macron. Comme vous, j'estime qu'il la mérite amplement. Cependant, le contexte est là, il est épuisant, il est évident néanmoins. Il serait de notre part bien inconscient ou malhonnête de simplement renvoyer dos à dos, par pur confort personnel, les deux finalistes comme s'ils étaient des équivalents. Nous ne pouvons pas manquer à ce point de boussole politique ou de repères historiques. Si nous sommes fidèles à nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, nous ne pouvons pas ignorer, ou nous rassurer en faisant semblant d'ignorer, le risque spécifique que ferait courir une victoire du RN, un risque encore plus grand que la punition Macron. Ce parti a changé son nom, imposé son bleu marine à la place du noir ou du brun qui lui collait à la peau, mais pensez-vous, comme ses propres électeurs, qu'il n'est plus de même nature que celui de Jean-Marie Le Pen? Auriez-vous vous-même été atteint avec la même naïveté ou le même désespoir que ses électeurs par le projet de dédiabolisation qui du coup aurait franchement réussi? Je sais bien qu'en politique, la forme l'emporte de plus en plus sur le fond, que le ton plus posé, la mise en sourdine des haines sous un vocabulaire plus légal, les photos soignées avec sourire et amour des chats, et puis quelques mots-clés en apparence rassembleurs et généreux, cela peut modifier la perception. Mais ne voyez-vous pas que cette formation et sa candidate ont en fait revêtu un masque? Méconnaissez-vous à ce point le bilan des maires Rassemblement national, les dérapages continus des élus et des militants? Ne voyez-vous pas quels acteurs, économiques, politiques ou groupuscules militants, la soutiennent au second tour et ce que ça peut donner une fois au pouvoir? Je suis comme vous, je déteste le libéralisme économique, je déteste le monarchisme hautain, la casse sociale, les boniments, l'insincérité flagrante et le mépris dégoulinant d'Emmanuel Macron. Mais ne nous leurrons pas. Nous aurons le même menu économique et social avec Marine Le Pen, car contrairement à ce qu'elle dit et à ce que vous pouvez croire, elle ne sera pas protectrice du tout. Peut-on croire une minute à une soi-disant présidente du pouvoir d'achat et de la retraite à un âge raisonnable quand aucune redistribution fiscale ne figure dans son projet pour financer tout cela? Son programme, c'est aussi celui des grandes fortunes, hein, même si le MEDEF fait figure de choisir Macron. La preuve,
Elle n'envisage aucun rapport de force avec les puissances d'argent, puisque son projet se limite à des miettes de participation, dit-elle, pour, je cite, réconcilier le capital et le travail. Voilà un discours qui de tout temps est typique de l'extrême droite et derrière lequel les droits sociaux, les droits syndicaux aussi doivent s'effacer. Ne comptez pas davantage sur elle pour être plus ambitieuse sur des questions comme le logement ou la précarité étudiante. Si l'extrême droite a eu plateau ouvert sur autant de médias que CNews, BFM, RMC, Sud Radio, autant de tribunes dans des journaux comme Valeurs Actuelles et bon nombre de titres qui sont apparus ces dernières années, c'est que les milliardaires qui possèdent ces médias ont décidé d'en faire un très bon plan B en leur faveur. Ça fait d'ailleurs partie des choses que nous pouvons dire aux électeurs de Le Pen, y compris ceux du premier tour. En clair, elle n'est pas plus que Macron la candidate du peuple. Elle est au contraire le dernier faux-né, l'issue de secours de l'oligarchie. Sur ce plan, oui, vous pouvez les renvoyer dos à dos. Par contre, n'oubliez pas qu'avec elle, de graves dangers démocratiques et sociaux supplémentaires nous menacent. Elle n'est pas plus douce, plus protectrice ou sans danger que Papy Pétain ne l'était à 84 ans en 1940. Lui qui, je le rappelle, avait, entre guillemets, fait don de sa personne à la France, mais qui en 3 semaines de circonstances exceptionnelles, mais des circonstances ça se provoque aussi, avait quand même aboli la République sans avoir besoin de l'actuel article 16 de la Constitution sur des pleins pouvoirs exceptionnels que Marine Le Pen, une fois présidente, pourrait, dès lors qu'un trouble éclaterait, actionner. Je vous ai fait une liste de ce qu'à mon avis nous risquons le plus et ce que nous pourrions perdre de plus cher avec elle au pouvoir, des choses qu'elle dissimule souvent, mais pas toujours même, et que ses alliés souhaitent parfois ouvertement. Premièrement, ce que nous risquons, c'est la suppression ou l'affaiblissement des rares contre-pouvoirs politiques et médiatiques qui restent en France. Je pense notamment à France Inter, qui n'a pas le même ton, la même manière de traiter l'information. Je pense à Arte et à tous ces documentaires qui nous conscientisent à vitesse grand V. Je pense à l'investigation sur France Télévisions, à la Commission nationale informatique et liberté, au Conseil constitutionnel, pardon, ou encore à la dotation financière qui est faite à la presse d'opinion. Imaginez sa suppression, sans le peu de pluralisme qui nous reste aujourd'hui dans la presse. Quelle circulation des idées aura-t-on? Quelle démocratie sera-t-elle permise? Deuxièmement, nous pouvons nous attendre, si elle gagne, assez vite, à un abus des lois existantes, notamment les lois Valls de 2015, et à ce qu'elles permettent de pire, c'est-à-dire un contrôle administratif et policier d'Internet, un suivi de nos communications, un pistage de nos profils encore plus dense. Nous pouvons nous attendre aussi à de nouvelles lois liberticides, mais aussi à des poursuites, à des intimidations ou à des pressions sur les opposants, comme nous ne le voyons pas avec Macron, mais comme c'est déjà le cas au niveau local, là où le RN pilote les collectivités, notamment à Hénin-Beaumont. Troisièmement, le militantisme, même associatif, caritatif par exemple, sera conditionné au silence ou à la neutralité politique, comme c'est le cas dans les villes déjà gérées par ce parti. Quatrièmement, nos libertés publiques. Les autorisations de manifester ont toutes les chances de s'affaisser. Une répression, une criminalisation plus grande encore des mouvements sociaux ou des protestations environnementales sont hautement probables, sous prétexte d'ordre. La justice sera mise au pas. Si vous doutez de tout cela, regardez ce que sont les autres régimes nationalistes en Europe ou à proximité et regardez comment ils procèdent. Ce sont des gens qui sont proches de Marine Le Pen. Pensez à la Hongrie d'Orban, à la Pologne de Morawiecki ou à la Turquie d'Erdogan. Et pourquoi pas à la Russie de Poutine, avec les mêmes valeurs nationalistes, je le répète. Pensez aussi au fait que des délits que constituent aujourd'hui les insultes racistes ou la négation de crimes contre l'humanité seront sans doute supprimés, laissant libre cours à une forme de haine décomplexée et à la falsification de l'histoire. Cinquièmement, il est fort probable que la paix civile soit menacée par un langage, par des lois, par des contrôles ou par des discriminations encore plus insupportables qu'aujourd'hui, ciblant les minorités ethniques ou religieuses, sous couvert de traquer des étrangers ou des islamistes. L'amalgame a commencé dès ce matin en considérant, dans la bouche de Marine Le Pen, le voile, qui revêt pourtant des significations très plurielles selon les femmes qu'il porte, comme un uniforme intégriste. Ce sont ces mots. Et le mot uniforme n'a pas été prononcé par hasard.
bien pour son sous-entendu guerrier. La provocation à l'égard de ces groupes sera permanente. Elle deviendra un ferment de fracturation supplémentaire, potentiellement de guerre civile. Sixièmement, le concept de laïcité sera, comme elle le fait déjà dans ses discours, totalement dévoyé, en réalité piétiné, rabougri, et donc au final sali aux yeux des millions de nos concitoyens. Alors que la laïcité est un concept au service de la fraternité, qui doit être réexpliqué dans ce sens d'ailleurs, mieux appliqué, sans jamais renier sur son sens profond, elle va en faire une arme au service de la fragmentation. Parce qu'en sourdine, comme Zemmour, sa peur, c'est l'harmonie, c'est le métissage culturel qu'elle envisage soit comme une dilution, soit comme une juxtaposition, mais jamais comme un partage. Septièmement, dans le même esprit, le mot qu'elle répète, d'assimilation pour les immigrés. Il faut comprendre que c'est la négation même de notre droit à tous avoir une identité complexe, à plusieurs dimensions ou plusieurs échelles, qui fait de nous des Français sans avoir à renier des traditions différentes. L'assimilation, c'est rien moins qu'une injonction culturelle, c'est l'ordre de s'oublier, un mirage venu des temps de la colonisation. Et Marine Le Pen a promis de légiférer sur ce mirage. Huitièmement, les étrangers résidant en France, qu'ils soient retraités, familles de travailleurs ou étudiants, pourraient perdre tous leurs droits et les aides correspondantes sous le prétexte pour l'instant inconstitutionnel, mais cela peut changer, de la prétendue priorité nationale. Ces gens-là s'appauvriront sans pour autant avoir de solution de retour au pays. Se mettons à leur place un instant quand on envisage de s'abstenir et qu'on envisage qu'elles puissent gagner. Neuvièmement, même s'il ne faut pas caricaturer la position de Marine Le Pen elle-même à titre personnel sur ces sujets, je ne suis pas certain non plus, et c'est un bel euphémisme, que la cause des femmes victimes de violences ou que celle des minorités LGBT puisse avoir demain le même écho qu'aujourd'hui, ni qu'on puisse aller au bout de ces combats. Parce que dans les soutiens de Marine Le Pen, dans son gouvernement futur sûrement, il y aura à composer avec de véritables rétrogrades, auto-persuadés que l'homme blanc hétéro est en danger. Dixièmement, plus grave encore, est le risque réel, car une montée en puissance s'est déjà observée ces derniers mois. Risque réel de mouvements violents d'extrême droite qui afficheront leur racisme, leur suprémacisme décomplexé, et se lâcheront sans grand risque d'être poursuivis ou seront carrément excusés par le pouvoir comme Trump pouvait le faire aux États-Unis en renvoyant dos à dos racistes et antiracistes. Onzième point, n'oublions pas non plus la fraction des forces de l'ordre qui adhèrent à une vision raciste de la société. Heureusement, elle ne représente pas le tout, mais elle est large et elle est intimidante, paralysante pour le reste du métier. Cette fraction radicale risque de percevoir encore moins qu'aujourd'hui la limite de ses droits. Cela risque d'être bien pire que sous Darmanin. Les bavures accentueront les haines et recoudre le tissu social après cela, éviter les amalgames réciproques pourrait devenir des missions quasi impossibles. Douzièmement, l'école. L'école de Marine Le Pen perdrait clairement la mission éducative qui est la sienne et le message d'ouverture et de tolérance qu'elle essaye de véhiculer, au profit d'une stricte instruction dont les programmes eux-mêmes seraient à craindre, car ils n'auront pas toujours de lien avec les vérités ou les nécessités de la connaissance historique ou scientifique. Treizièmement, la culture sera carrément reléguée, réduite à la célébration du patrimoine. La création et la critique par l'art, qui sont absolument nécessaires à une société ouverte, deviendront difficiles à produire, très difficiles à financer, peut-être même risquées. Quatorzièmement, la politique étrangère de Marine Le Pen serait une honte pour la France. Oui, plus encore qu'aujourd'hui. Quand Mélenchon renvoie dos à dos les impérialismes en omettant de dire que l'un est tout de même plus menaçant que l'autre, ou quand Macron discute avec Poutine même après les massacres commis en Ukraine, on peut crier à l'erreur. Mais que dire du mensonge lepéniste, d'une soi-disant indépendance de la France, quand on a des amitiés et des financements russes, et que dire de l'utilisation du mot puissance et de la puissance de notre pays quand on renonce à tout projet européen, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la nature. Quinzièmement, et ce n'est pas la moindre des menaces, l'absence totale d'écologie dans les actes.
dans les programmes, dans les valeurs, dans les préoccupations du RN. Nous avons là le seul parti qui localement soutient sans nuance la civilisation du tout automobile, l'agriculture sans aucune contrainte sanitaire ni environnementale, et qui multiplie même les postures climato-sceptiques. Le Pen au pouvoir à cet instant clé de notre histoire sur ce sujet-là, c'est une véritable catastrophe. Vous me direz sans doute que malgré cette longue liste, vous n'êtes pas le roi des castors et que vous en avez assez d'ériger des barrages, que je dois respecter votre conviction intime. Mais dites, c'est justement à vos intimes convictions que je m'adresse. Parce que moi aussi j'en ai assez de faire barrage, figurez-vous. Simplement, il faut que nous reconnaissions que notre paysage politique s'est restructuré. Il y a désormais 3 blocs clairs qui s'organisent autour de valeurs, d'un récit, d'une perspective et de méthodes radicalement différentes. Le plus gros bloc, incarné par Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, est désormais celui du rejet, du repli, de la haine de l'autre. Appelez-le encore l'extrême droite si vous voulez. Son récit détourne le sens du mot nation et en fait un emblème d'une obsession identitaire. Ces croyants sont nostalgiques et enfermés dans un passé idéalisé qui en réalité n'a jamais existé. Ces leaders n'hésitent pas à user du mensonge, à bafouer la vérité. Le second bloc, c'est le bloc du pouvoir actuel, c'est celui de l'égoïsme, de l'individualisme échevelé, d'un capitalisme libéral dont pourtant toutes les faiblesses explosent devant nous. Ce bloc nous conte la fable d'une société du mérite et de l'effort, alors que le système qu'il soutient fait que richesses et galères sont avant tout héritées. Le récit promu par ce bloc convient à tous ceux qui vivent dans le confort, pour qui tout va bien, qui ont les bonnes places, sont à l'aise dans la compétition généralisée et mondialisée, sont obsédés par leur réussite dans le présent, quel que soit l'impact collectif ou à long terme de leurs valeurs ou de leur système. Les chefs de ce camp sont des bonimenteurs, passés maîtres dans le détournement des mots, des manipulateurs. Il reste un troisième bloc, mes amis, ce bloc c'est le nôtre. Il doit se reconnaître désormais comme le bloc de l'altruisme, c'est-à-dire de la solidarité, de l'écologie et du désir d'approfondissement démocratique. Face aux défis à relever, nous peinons encore à produire un récit cohérent et attrayant pour ce bloc. Et pourtant, nous sommes les seuls à vouloir encore conjuguer ensemble liberté, égalité, fraternité. Les seuls à chercher une réelle combinaison entre droits individuels et intérêts collectifs. Ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes pas dans le passé. Nous ne sommes pas dans le présent. Nous nous projetons dans l'avenir. Nous nous préoccupons de changer ce futur qui, pour l'instant, est si mal dessiné. Pour défendre nos idées, nous nous appuyons sur des faits, sur la raison, sur la science et la conscience de chacun. Admettons maintenant que cette nouvelle configuration en 3 blocs change profondément notre rôle de citoyen. Quand la partie se jouait à 2 camps, comme ce fut le cas à peu près jusqu'à l'année 2000, la situation est simple et binaire. On gagne ou on perd. Mais on soutient évidemment son camp, disons le mieux placé de son camp, jusqu'au bout. Le problème quand on passe à 3 blocs, c'est que par nature, on n'est jamais assuré de figurer au second tour, où il n'y a que 2 places. Cela implique un premier changement. D'abord, un effort d'unité dès le premier tour pour se qualifier. Et en cas d'élimination de notre famille politique élargie, ça change même le sens du vote au second tour. Il ne s'agit plus alors d'un vote d'espoir, mais d'un vote de protection de la collectivité tout entière vis-à-vis du pire. Et je me permets d'insister avec vous. C'est cela, être citoyen. Être citoyen, c'est se sentir et agir en co-responsable de l'ensemble de la nation. Il nous faut donc saisir cette nouvelle donne, ce nouveau rôle qu'est le nôtre, même si cela nous bouscule. À 3 blocs, nous ne pouvons plus faire comme s'il y en avait toujours 2, avec leurs seules nuances internes que nous pouvons arbitrer au premier tour. Ici, à 3 blocs, le premier tour devient celui de l'unité, ce qu'était le second auparavant, et le second, celui soit de la victoire, soit du geste salvateur. À nous de comprendre cette nouvelle réalité et d'endosser cette mission de protéger à défaut de l'emporter. Je sais qu'individuellement, ce qui nous arrive n'est pas notre faute. C'est d'abord celle de nos dirigeants successifs.
Sarkozy qui a décomplexé, entendez, extrémisé la droite à des fins électoralistes, en rebondissant du Karcher jusqu'au discours de Grenoble. C'est ensuite Hollande qui a trahi la gauche sur le plan économique et pas seulement, et rendu illisible le sens même de ce qu'est la gauche aux plus jeunes électeurs, qui du coup s'abstiennent aujourd'hui massivement. Et désormais Macron, qui a présidé avec une condescendance inouïe, à coups de balles de défense, d'état d'urgence et de tours de passe-passe, en fragilisant le corps social comme jamais. Macron porte même une responsabilité supplémentaire, car pas plus que Chirac en 2002 et lui-même déjà en 2017, il ne semble comprendre qu'un vote massif de barrage, au moins équivalent à ses voix de premier tour, nécessite des contreparties politiques. Ça ne peut plus être un chèque en blanc. Il ne s'agit pas de faire une alliance, il ne s'agit pas de se contenter d'un ou deux débauchages, il s'agit d'un pacte d'honneur, d'engagement écrit sur le fond. Si c'est par notre gauche que Macron doit être sauvé, il devrait admettre qu'il ne peut pas défendre strictement son programme initial. Il devrait au moins promettre d'appliquer certaines mesures prônées par les formations de gauche, au moins sur les questions écologiques, démocratiques, au moins amender son projet sur les retraites plus qu'il ne le fait pour l'instant. Cette situation n'est donc pas notre faute, mais elle est cependant aussi la faute de notre camp. Je respecte infiniment tous les militants, j'en ai été un, toutes les voix, toutes les sensibilités qui composent notre famille. Je sais l'origine, l'histoire, l'apport de chaque parti à la gauche. Mais que ces formations aient refusé des alliances ou voulu faire valoir jusqu'au bout leurs nuances, alors qu'ensemble elles pouvaient faire triompher des valeurs et un socle de mesures fortes, et alors même qu'on savait depuis 5 ans au moins que l'union était absolument indispensable, eh bien c'est une attitude coupable. Ces formations n'ont pas compris que pour exister dans nos institutions et dans cette nouvelle configuration politique que j'évoquais tout à l'heure, il fallait désormais fusionner pour former un grand mouvement au sein duquel, thème par thème, des militants auraient à arbitrer les désaccords pour faire gagner l'essentiel. Alors non, ce n'est pas notre faute si nous sommes encore une fois dans cette situation détestable, mais c'est à nous d'agir, sans nous voiler la face avec de faux arguments. Certains m'écrivent: «Oh, même si elle gagne, elle n'aura pas de majorité», ou encore: «Mais la revanche est possible aux législatives». Mais vous rêvez ou quoi? D'abord, le bloc de Marine Le Pen est le plus large. Et en plus, une partie de la droite va faire alliance. Certains d'entre vous ne voudront toujours pas éliminer le Rassemblement national au second tour des législatives face, par exemple, à La République en marche. Et vous pensez malgré tout cela qu'elle n'aura pas les députés en nombre suffisant? Vous n'avez pas remarqué que depuis 20 ans, les électeurs qui perdent l'élection présidentielle s'abstiennent massivement aux législatives? Il y a 20 points de moins de participation un mois plus tard, parce que une partie d'entre nous ne comprennent pas que c'est l'élection législative qui réellement donne le pouvoir. La prime au vainqueur est donc énorme. Et si nous perdons cette présidentielle, définitivement, et je vais rajouter, si Le Pen la gagne, parce que c'est ça la défaite définitive, si Le Pen la gagne, la prime au RN sera gigantesque, un raz-de-marée aux élections législatives. Qui plus est, ne voyez-vous pas que la gauche risque de nouveau de partir en ordre dispersé à cette élection, puisque chaque parti est prisonnier de la règle qui veut que son financement pour 5 ans dépende, entre autres, du nombre de voix recueillies à cette élection? Ne me dites pas non plus, je vous en prie, que Le Pen ne vous fait pas peur, ou que vous résisterez. Mais qui pouvons-nous croire résistant dans l'âme s'il s'agit de refuser de résister, ne serait-ce qu'avec le petit pouvoir tranquille et réel d'un bulletin de vote? Ne nous racontons pas d'histoire. Surtout, pensez à tous ceux qui seraient dans l'incapacité de résister, car ils seraient les premiers ciblés, les premières victimes d'une extrême droite au pouvoir. Pensez aussi au hold-up supplémentaire et peut-être durable de Le Pen sur les classes populaires. Et oubliez toute perspective de rebond rapide des idées de la gauche auprès de ceux-là, auprès de ceux de ces classes populaires que nous souhaitons incarner et aider. Non, vraiment, mes amis de pensée, je vous le dis avec la plus grande certitude, nous perdrions beaucoup trop à nous draper dans une pureté électorale qui consiste à ne pas se salir la main avec un bulletin Macron,
alors qu'un danger bien plus grand encore, une terrible régression, nous menace. Je vais le reformuler différemment. Il ne s'agit pas de sauver Macron. Il s'agit d'éviter la honte et les dangers multiples d'un État aux mains du Rassemblement national et de ses futurs alliés. Je le redis, les forces du premier tour de Le Pen et de ses soutiens sont suffisamment fortes pour que ce qui suit soit certain. C'est l'abstention massive des électeurs de gauche qui lui donnerait la victoire. Et personnellement, que par leur abstention, les altruistes donnent le pouvoir aux racistes, ce serait politiquement inacceptable et moralement ignoble. Alors oui, c'est violent, c'est triste, c'est épuisant, mais nous n'avons qu'une seule issue à très court terme. Voter Macron le 24 avril. Malheureusement, je pourrais réutiliser son expression, quoi qu'il nous en coûte. À nous, parallèlement, dès maintenant, de forcer la gauche à se rebâtir unie. À nous d'interpeller l'ensemble de ces formations pour qu'elles se dissolvent dans un tout et qu'elles fassent revivre l'espoir pour nous. À nous tous de travailler à un récit qui puisse faire revenir à l'espoir et à la raison tous ceux de nos concitoyens qui aujourd'hui s'égarent vers le RN. À nous de leur donner une autre grille de lecture du monde, à déconstruire celle dans laquelle aujourd'hui ils croient, pour redonner un jour la victoire à notre camp. Je vous remercie de votre écoute, et si jamais je vous ai un minimum convaincu, je vous le demande, partagez au maximum cette vidéo. Merci beaucoup.